Principe. Agnès Soubiran. Beaucoup de questions se posent donc au lendemain de la mort de Mohamed Merah. L'auteur présumé des tueries de Toulouse et Montauban a été tué hier en fin de matinée lors de l'assaut des forces du raid dans ce petit appartement du quartier de la Côte-Pavée à Toulouse où il était retranché depuis plus de 31 heures. Des questions notamment sur le suivi des islamistes radicaux. Mohamed Merah avait effectué en 2010 et 2011 des séjours au Pakistan et en Afghanistan où il avait d'ailleurs été arrêté. Il était depuis fiché par les hommes de la DCRI qu'il avait même entendu encore en novembre dernier. Nous sommes en direct de Toulouse avec Gilbert Abba, ancien inspecteur DRG en Midi-Pyrénées. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été en poste jusqu'en 2001, vous êtes donc un homme de terrain. Expliquez-nous comment est suivi un homme suspecté de lien avec les djihadistes. Ben écoutez, cet homme était connu pour avoir fait des passages à l'étranger, notamment en Afghanistan, et donc à partir de là, il était considéré comme un homme potentiellement dangereux. Comme a dit Alain Juppé et Claude Guéant, tous ces hommes sont systématiquement surveillés. Alors qu'est-ce que ça veut dire surveiller, concrètement ? Surveiller, c'est mettre une priorité sur ce personnage, c'est-à-dire que nous faisons un suivi journalier au niveau des planques et des filoches à proximité de son domicile et nous le suivons continuellement dans ses déplacements pour trouver et reconnaître, identifier les contacts qu'il pouvait avoir avec d'autres personnes, etc. Et le problème qu'il y a, c'est que rien ne permettait de penser qu'il préparait une action criminelle. Et donc, il est possible aussi que le travail n'a pas été spécialement focalisé sur cet homme. Maintenant, moi, je ne peux pas donner des précisions supplémentaires, étant donné que j'ai pris ma retraite en 2002 et que je ne sais pas trop comment il procède actuellement. Mais il est sûr que rien ne permettait de penser qu'il préparait une action criminelle. Mais lorsque vous étiez en poste, lorsqu'on vous disait de suivre telle ou telle personne, en quoi consistait votre travail précisément ? Est-ce que il y avait des enquêtes de personnalité, des convocations régulières ? Est-ce que vous le vérifiez régulièrement le domicile des personnes suspectées ? Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Oui, comme je vous dis, là, de suite, on allait sur le domicile de la personne concernée et nous restions 24 heures sur 24 à proximité du domicile et cet homme était surveillé continuellement. S'il sortait du domicile, on le prenait en filature et on le suivait pour voir où il allait, quelles étaient les personnes qu'il allait contacter, etc. Et il en était aussi de même des personnes qui lui rendaient visite. Nous relevions systématiquement les immatriculations des véhicules pour les identifier. Nous procédions à des photos pour prouver les contacts qu'il avait, etc. C'était un suivi automatique et 24 heures sur 24, c'était un travail très harassant, mais il était souvent très intéressant. Pour ça, il faut évidemment qu'on vous ait donné des ordres précis sur une personnalité particulière. Oui, bien sûr. Il y avait régulièrement des briefings et la hiérarchie nous donnait la possibilité de focaliser le travail sur telle ou telle personne ou tel groupe. Et donc, tout était bien planifié et tout était bien suivi. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que depuis que Ben Laden est mort, il n'y a plus d'ordre centralisé dans les actions. Il y a un homme qui est assez connu puisqu'il s'appelle Abou Moussab El Souri. Il avait écrit un message, plutôt un document où il appelle à ce que le djihad soit dorénavant individuel et travaille avec des petites cellules terroristes autonomes. Et donc ça, à partir de là, on peut se rendre compte que le terrorisme a changé. À partir d'aujourd'hui, ce sera des actions terroristes qui vont se produire de la façon de celles qui se sont produites à Toulouse. Ce seront des hommes pratiquement seuls qui vont agir parce que ça sera plus
facile pour eux et ça sera difficilement détectable pour les policiers. Effectivement, on parle, cette expression de loup solitaire, de personnes qui agissent seules. Ça paraît quand même difficile d'agir seul. Il faut quand même qu'il y ait un groupe, visiblement. Oui, bien sûr. Quand on dit cellule très très réduite, ça ne veut pas dire que l'homme est seul. Et je suis sûr que cet homme qui agit à Toulouse a des complices et maintenant ce sont mes anciens collègues qui vont agir pour les identifier rapidement. Il est clair que quand il est allé au Pakistan ou en Afghanistan, il n'y est pas allé comme ça en claquant des doigts. Il fallait qu'il connaisse les points de chute. Il fallait qu'il trouve les parrains à l'arrivée, qui le prennent en charge pour l'amener dans les camps d'entraînement. Il a été formé à la manipulation des armes légères et lourdes, puisqu'il savait utiliser parfaitement les armes. Il nous en a donné la preuve avec l'attentat qu'il a commis l'attentat horrible qu'il a commis ici à Toulouse. Donc cet homme avait avec lui des personnes qui pouvaient l'aider. Il y a aussi et tout le monde en parle, son frère Abdelkader qui était connu et qui avait fait lui aussi des déplacements à l'étranger et qui avait dans son véhicule des armes, etc. Et si je me souviens bien avoir lu dans les médias, en 2007, il a fréquenté une communauté en Ariège qui était connue pour son radicalisme islamiste. Alors donc, là, c'était quand même de nombreux éléments. On dit notamment qu'il a été entendu à Mohamed Merah en novembre dernier, encore avec, par les services de renseignement, qu'il a dit qu'il était allé faire du tourisme, qu'il a fourni des photos. On peut à ce point tromper les services de renseignement ? Écoutez, c'est ce qu'ils ils le font tous. Ils vont pas avouer, bien sûr, qu'ils sont allés là-bas pour procéder à des entraînements dans des camps armés d'Afghanistan. Donc, on fait quelques photos et puis on revient. On était tout simplement des touristes. Et puis après, il est très bien possible de faire passer ce message en se moquant un peu des policiers. Mais que voulez-vous qu'on fasse ? Il n'y a rien d'autre à faire sinon d'écouter ce qu'il vous déclare. Il déclare donc ce qu'il a envie de dire. Il va pas vous dire qu'il est allé là-bas pour préparer des attentats, c'est normal, bien sûr. Effectivement, et c'est vrai qu'à posteriori, ça peut paraître un peu facile de dire, voilà, on savait qu'il était allé là-bas à 2 reprises, son frère était déjà connu pour cette mouvance salafiste. Aujourd'hui, on se dit que ça fait plusieurs, en tout cas, éléments qui auraient dû mettre la puce à l'oreille peut-être plus tôt des services de renseignement. Oui, mais il faut aussi savoir qu'il n'y a eu aucun attentat de commis depuis 1996 sur le sol français. Vous voulez dire qu'on s'est un peu endormi ? Non, mais on pouvait penser que la pratique djihadiste en France était en perte de vitesse. Et donc, on pouvait aussi penser que la surveillance effectuée par la DCRI avait réalisé de bons résultats et que les groupes, même s'ils étaient très petits et effectués en petites cellules, craignaient les actions policières et notamment le suivi de la DCRI. On pouvait penser que c'était ça qui freinait donc les attentats en France. Donc depuis 1996, il n'y a rien eu sur le territoire français. Et puis, comme je disais au début, rien ne donnait l'idée que cet homme pouvait passer à l'acte d'une façon aussi violente. Pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui assez d'hommes en France qui soient affectés à la surveillance de ces personnes soupçonnées de liens étroits avec les islamistes radicaux ? Est-ce que ça peut être aussi un problème d'effectifs ? Est-ce que ça peut aussi être une guerre peut-être entre différents services ? On sait qu'il y a des services qui ont été remaniés et peut-être que la communication parfois entre certains services est longue à établir. Je pense qu'il n'y a pas de guerre entre les services. Et il y aurait pu avoir une guerre à mon époque quand il y avait 2 services de renseignement, c'est-à-dire les renseignements généraux et la DST. Mais maintenant, ces 2 services sont réunis en un seul, à la DCRI, et ils sont donc plus efficaces qu'avant puisqu'ils sont plus nombreux. Et ce sont que les spécialistes qui ont été acceptés dans ce service-là. Donc, moi, je pense qu'il y a une efficacité normale et proportionnelle aux dangers qui sont effectués sur le sol français. Et suffisamment d'hommes ?
Alors là, bien sûr, je vais pas cracher dans la soupe. Il est clair que plus on a de personnel et mieux on peut travailler. Bon, moi à mon époque, je suis parti en 2002. On travaillait sur le terrain nuit et jour, mais on n'en est pas mort. La preuve, je suis en parfaite santé et il suffit d'aimer son travail et de le faire consciencieusement. Et même si on n'est pas très très nombreux, on peut faire du très très bon travail et on l'a prouvé dans le passé. Et il y a eu ce problème aujourd'hui qui est énormément tragique et malheureux, mais je pense pas que ce soit la faute de la DCRI, ça c'est sûr. Merci Gilbert Abba, ancien inspecteur DRG en Midi-Pyrénées, d'avoir été en direct depuis Toulouse ce matin sur France Info. Sortir, écouter, voir.